Salut à tous, bienvenue à tous. Donc sur Zouk TV, votre émission préférée, quotidienne d'ailleurs, nous allons parler d'un pays qui va mal, un petit peu dans tous les sens, mais là aujourd'hui nous allons arrêter un secteur bien particulier, celui de la santé. Et j'ai à mes côtés monsieur Jean-Pierre Jean-Louis, donc du syndicat FO Santé. Bonjour. Bonjour monsieur Timon, bonjour aux téléspectatrices de Zouk TV. Voilà, donc monsieur Jean-Louis, on va parler santé. Mais vous êtes d'accord avec moi que le constat n'est pas vraiment à la joie là, pour le pays, là, ces jours-ci. Le constat, il est ce qu'il est, mais le pays est mal parti. Et j'espère qu'on va trouver une solution concernant la santé, concernant la problématique de M. Pinto, et qu'on pourra travailler en toute sérénité dans ce pays-là. Voilà, donc nous allons nous arrêter, vous avez compris bien, au secteur santé. Donc santé, un hôpital qui fonctionne avec beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits, on parle des urgences, etc. Le problème exact, il se situe dans pratiquement les compartiments de l'hôpital. Dans tous les compartiments de l'hôpital, mais particulièrement aux urgences, qui est la porte d'entrée de l'hôpital. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'héberger et de tirer un constat pour les patients quand ils rentrent aux urgences, ben, ça bloque de partout. Ça bloque de partout parce qu'on n'a pas... La même problématique, c'est les lits d'aval. On n'a pas de lits d'aval et les experts qui étaient venus en janvier avaient préconisé, puisqu'ils nous ont reçus, qu'il fallait un service d'appoint pour les urgences, post-urgence. C'est-à-dire que quand les patients rentrent aux urgences, on ne peut pas s'en occuper, on le couche dans un lit. Il y a des collègues aides-soignants, infirmières, médecins qui prennent en charge ces patients-là en attendant qu'ils soient auscultés et qu'on tire un diagnostic et les orienter vers la pathologie, le service qui soit en mesure de les héberger pour leur pathologie. Voilà, là donc je vous prends au mot, vous avez parlé du secteur post-urgence. Oui. Je suis chez moi, en pleine nuit, ma femme fait une crise, etc. Je sais déjà qu'elle est souffrante, j'ai besoin d'arriver aux urgences, genre 4e vitesse, j'arrive aux urgences, j'arrive en bas, je sens, déjà pour garer ma voiture, enfin, ça c'est un autre. J'arrive devant le guichet, monsieur Timon, vous attendez, oui, j'attends, etc. L'organisation même, c'est plutôt ceux qui critiquent, quoi. Il faut d'abord revoir l'organisation des urgences. Il faut revoir l'organisation des urgences et puis on ne peut pas non plus tout recevoir aux urgences. Il y a des personnes qui doivent être auscultées par leur partition ou bien par la maison de garde. Mais malheureusement, vous savez, nous avons une situation sociale qui est explosive en Martinique. Nous avons des gens qui n'ont pas d'argent. Ils préfèrent venir aux urgences, se faire ausculter, se faire soigner et repartir chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Et les médecins de ville sont débordés, c'est-à-dire que vous allez voir votre médecin, des fois vous n'êtes même pas sûr d'être ausculté par votre médecin parce qu'il a un planning surchargé, il ne peut pas vous rajouter alors que vous avez mal. Donc ils vont automatiquement débarquer aux urgences. Je vais vous interrompre quelques instants justement. Alors là, on va prendre le cas que vous venez de citer. J'arrive aux urgences, je continue toujours. J'estime que c'est une priorité. Ma femme est souffrante, elle est déjà en traitement chimique, etc. Est-ce qu'on définit des priorités aux urgences? Mais ça porte son nom, urgence. C'est-à-dire qu'on va en plus urgent. On va en plus urgent. Ouais. C'est comme ça, les urgences. Ça porte son nom, les urgences. C'est-à-dire que j'ai déjà dit, oui, attends, et puis qu'il y a quelqu'un qui est en extrême urgence, il ne passe avant moi. Il est obligé. Automatiquement, c'est ça. Ça porte son nom. C'est ce que les gens n'ont pas bien compris. C'est ça, les urgences. On va au plus urgent. Ouais. Il y a les urgences vitales, donc on ne peut pas ne pas prendre en charge le patient ou la patiente qui arrive. On est obligé, ça porte son nom, les urgences. Vous savez pourquoi j'ai évoqué ce problème-là? Parce que justement, on est en période de Covid. Vous savez, au début, les ambulances défilaient toute la nuit. Alors, le principe des urgences est là, il y a le guichet, il y a quelques places assises, et puis j'avais eu quand même la désagréable impression qu'il y a des gens qu'on mettait dans un parking parce que j'étais entré derrière, et il y avait des gens couchés le long du couloir. Oui, parce qu'on ne pouvait pas les prendre en charge, malheureusement. Mais ça arrive toujours, hein. Ah bon? Ça arrive toujours parce que... Je crois que c'était le Covid, il y avait tellement de monde. Non, pas forcément. Non, mais c'est à quoi que c'est tout le temps le Covid? Non, mais on est débordé tous les jours, on n'arrive pas à expliquer cela parce que la problématique, c'est les lits d'aval. On n'a pas de lit d'aval pour héberger, pour coucher les patients. Tant pour leur confort, mais ça nous rapporte beaucoup plus d'argent quand ils sont couchés dans le lit que sur le brancard. Malheureusement, il y a un gros problème d'organisation, mais la problématique, c'est les lits d'aval. Pourquoi je dis les lits d'aval? Explique ce que c'est que le lit d'aval. Les lits d'aval, ce sont des lits qui doivent être mis... spécifiques à la disposition des urgences. Qui doivent être mis à la disposition des urgences pour coucher les patients. Ouais. Aujourd'hui, M. Timon, on ne peut pas opérer. On a 21 patients à opérer en orthopédie qu'on n'arrive pas à opérer. Pas des moindres des fractures du col du fémur.
On a 9 fractures de col du fémur qu'on ne peut pas opérer. Ça fait 9 jours que les patients sont couchés. Ouais. Alors ça fonctionne Parce comment? qu'on n'a pas de lit pour les héberger après l'intervention. Soit on fait un choix, il reste en salle de réveil. Alors la salle de réveil, c'est une salle de transit pour vous réveiller après. Vous rejoignez votre service, mais on n'est pas en mesure actuellement de le faire. Or, on nous avait fait croire que le CHU, on pouvait absorber autant de patients, on pouvait opérer autant de fois. Ça. Oui, mais actuellement, non. Aujourd'hui, non. Au moment où je vous parle, c'est non. On ne peut pas absorber on ne peut pas absorber 10 patients en urgence pour opérer. Je prends un exemple bien simple. Parce que le bloc opératoire, les salles ne sont pas disponibles et puis il y a un problème d'organisation. Les orthopédistes tirent la sonnette d'alarme tous les jours, ils n'arrivent pas à opérer. Donc ça cause problème en ce moment. On a ce problème-là. Au-delà des urgences, mais on a un problème pour héberger les patients dans les différents services. C'est un problème d'infrastructure, on va dire. Exactement. Vous n'avez pas des salles suffisantes, on va dire. On n'a pas suffisamment de salles, mais on a aussi des services qui sont fermés. C'est-à-dire que je prends l'exemple du tripode Pierre-Zop d'Akitman. Des services qui sont fermés parce qu'ils sont vétus, ils sont devenus délabrés. Donc ils sont fermés, mais on ne les a pas réparés. Et aujourd'hui, ça nous fait défaut. Mais voir justement des services vétus, des fois même dans d'autres secteurs de l'hôpital, oui. Il y a des gens qui font des constats que c'est vraiment déjà... C'est déjà abîmé. Même le nouveau plateau technique, quand vous allez dans les couloirs sont abîmés par rapport aux brancards, par rapport à tout plein de choses. Donc, il n'y a pas eu un budget d'entretien spécifique pour ça. Budget d'entretien, j'attendais l'expression justement. C'est ce qui nous fait défaut aussi à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on ne prévoit pas, on ne travaille pas pour demain. C'est-à-dire qu'on travaille au jour le jour. Or, il faut anticiper sur les choses. Un personnel qui est là, dans des conditions pareilles, côté personnel, est-ce que ça commence à râler sérieusement là? Ça râle tout le temps, puisque les conditions ne sont pas réunies pour fournir une prestation de qualité aux patients qu'on reçoit. Ça, c'est à tous les niveaux, tant le technique, médico-technique et le paramédical. On n'a pas les moyens, quand on n'a pas d'ascenseur. Jusqu'à présent, on a un problème d'ascenseur. Non, vous avez bien fait de soulever ça, parce que souvent les gens évoquent ça. Le problème des ascenseurs, souvent ils sont en panne. Ils sont toujours en panne. Actuellement, au moment où je vous parle, on a 3 ascenseurs qui sont en panne. Donc ça pénalise tout le monde, ça pénalise le patient, ça pénalise les services, parce qu'on ne peut pas travailler convenablement. Et puis il y a le jeune qui pense faire carrière, évidemment, dans le secteur médical, qui regarde ça, qui vient en stage. Est-ce que vous sentez également un manque de motivation des jeunes lorsqu'ils voient tout ça? C'est-à-dire que, justement, il faut donner, ça s'appelle avoir envie de donner envie. Donc, c'est-à-dire que si les conditions ne sont pas réunies pour un bon accueil déjà, même je prends l'exemple bien simple des internes. Ouais, des internes. Je suis allé faire un tour à l'internat, il faut voir ce qu'on leur donne à manger. C'est inadmissible. Ils mangent dans des barquettes. Or, un interne, si on veut les garder, parce que ce sont des futurs chirurgiens, futurs médecins. Mais évidemment, c'est du haut niveau quand même. Si l'accueil, si le repas n'est pas de qualité, il ne va pas rester. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'eau en panier. On s'est battu pour avoir des internes et on n'est pas en mesure de leur fournir une prestation de qualité. Et ce sont des gens qui travaillent 24 heures sur 24. Mais quand vous me dites les internes, alors là, il y a les internes qui sont là, mais il y a des professeurs de passage. Ces gens-là ont un traitement de faveur ou ils n'ont pas un traitement de faveur, c'est-à-dire qu'ils ont un salaire qui leur permet de vivre décemment, mais l'interne ne touche pas un salaire convenable. L'interne a un défraiement, mais ce n'est pas comme un médecin, il n'est pas encore médecin. Et même quand le médecin débute, il n'a pas un salaire de médecin senior qui a une certaine ancienneté dans l'institution. Alors, monsieur Jean-Louis, je vais aborder une question avec vous. Je ne sais pas, alors là, vous répondez. Et en matière de sécurité, écoutez bien, donc je suis à l'hôpital, mais des fois, j'ai l'impression que c'est un moulin, que tout le monde rentre, etc. Et la sécurité. Dans les chambres, je vais voir ma maman qui est là. Mais l'hôpital, c'est un gouillard. C'est-à-dire qu'on a barricadé tout l'hôpital, mais à travers le parking, vous pouvez entrer comme vous voulez, sortir dans l'hôpital. Dans tous les bâtiments de l'hôpital, c'est pas sécurisé. Ça nous met en danger. Je prends l'exemple bien simple. Le service où je fréquente encore plus souvent, c'est les urgences. Les urgences, on rentre comme on veut. On peut tabasser le personnel, on peut tabasser un patient avec qui on a une altercation. On sait qu'il est là, on sait comment rentrer aux urgences. Le pire, c'est que ça, c'est déjà arrivé. Ça, c'est déjà produit. Même dans les services de soins, les gens rentrent comme ils veulent. Tant sur le nouveau plateau technique que l'ancien tripode. Donc, c'est une catastrophe. On n'est pas en sécurité. Ça, à tous les niveaux. Ouais, on a parlé sécurité, on a parlé quand même du personnel qui est angoissé tout le temps, etc. Et puis, en matière de matériel même, on a fait de grandes démonstrations des fois. Alors, est-ce que vous pensez que vous êtes au point... Au niveau matériel, non, on peut avoir le matériel, mais l'entretien qu'il faut, non, ça ne suit pas.
C'est-à-dire qu'on n'a pas des pièces de rechange sur place. Et puis, vous savez, M. Timon, il ne faut pas se voiler la face. Hein. L'hôpital a un gros problème, c'est un gros problème financier. Le problème financier gangrène tout. Tout arrive au ralenti. Si vous ne payez pas votre prestataire, ben, vous n'êtes pas livré. Si vous ne payez pas votre prestataire, vous n'avez pas les soins qu'il faut, vous n'avez pas le matériel qu'il faut, vous n'avez pas les médicaments qu'il faut. C'est-à-dire qu'à partir de l'argent, tout est bloqué. Un patient, il est tributaire du prestataire. Gestion politique également, là, ça va beaucoup plus loin. On est fatigué de le dire, mais on ne voit rien venir. C'est-à-dire que quand on ne paye pas le prestataire, le patient, c'est lui qui paye les pots cassés, puisque c'est lui qui est au centre de tout, le patient. Le médicament, si on ne l'a pas pour le soigner, mais qui c'est qui paye le plein pot, c'est le patient. Et cette problématique-là, on l'a déjà dit à l'ARS, on l'a dit à la CTM, on a fait monter au ministère, mais on ne voit rien venir. On demande toujours au CHU de financer, alors qu'il n'a pas les moyens de financer. Alors là, on va faire une petite digression également. C'est pas un parade ni un concours de... Mais entre Mangovulsin et la MENA, bon, on va pas dire il n'y a ni plus de problème, mais comme ça. Mangovulsin, vous en parlez également, Mangovulsin fait partie du CHU. Ouais. Mangovulsin, c'est le CHU. Semblerait qu'à Mangovulsin... Mangovulsin est arrivé dans un état de délabrement parce qu'il n'y avait pas eu de budget, il n'y avait pas eu d'entretien. Pas plus tard qu'il y a 3-4 mois, on remonte à 5 mois en arrière, ils étaient envahis de champignons par rapport à un problème de climatisation. Donc tous les services étaient contaminés. Les agents faisaient des réactions, faisaient des crises d'eczéma, toutes sortes de cochonneries, parce que les plafonds étaient humides, etc. Remplis de champignons. De moisissures, on ne pouvait pas respirer. Oui, c'est-à-dire qu'on faisait des allergies. Et c'était par rapport à un problème d'entretien, d'autant plus que l'hôpital de Mangovulsin a été construit sur un lit de rivière, donc ce qui fait qu'il y a de l'humidité tout le temps. Donc il fallait bien isoler l'hôpital, donc ce qui fait que ça n'a pas été bien fait, donc on s'est retrouvé dans une situation qui était plus que critique. Ces jours-ci, ça va mieux, je croise les doigts que ça perdure, parce que les collègues en ont bavé. Et un secteur, enfin il y a la Mangovulsin, il y a les EHPAD, vous n'avez pas un regard sur ça? Parce que les EHPAD, on a parlé de 2 cas qui sont déjà catastrophiques, mais les EHPAD, alors là, c'est... Mais les EHPAD ne sont pas épargnés, puisque nous avons le centre Imaventura, où je vous invite à aller faire un tour quand vous voulez. Au centre, je peux vous accompagner pour voir le centre Imaventura, dans quelle situation sont hébergés nos aînés et travaillent nos collègues. C'est pénible, hein. C'est pénible de travailler dans des conditions pareilles, mais... Comme je le dis souvent, l'hôpital fonctionne sur la conscience professionnelle, donc les collègues donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais c'est indigne pour nos aînés, c'est parce que si on est ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par rapport à eux. Donc, on n'est pas capable de les héberger dans un bâtiment digne de ce nom. Donc, c'est malheureux. Et ça, on est fatigué de le répéter. On est déjà le département le plus vieux de France, mais il n'y a pas d'infrastructure. Et je vous apprends qu'on est en train de supprimer dans la nouvelle structure qu'ils veulent faire pour Trinité. Ah oui, Trinité. On va nous sucrer le problème de Trinité. On va nous sucrer 187 lits pour les personnes âgées, donc qui sera livré au privé, alors que nos parents ne seront pas en mesure de payer un hébergement dans le privé. Donc, vous savez qu'un EHPAD dans le privé, vous montez des fois à 3 000, 4 000. Oui, c'est là que je veux en venir. C'est-à-dire qu'on veut supprimer des lits dans le public pour les mettre dans le privé. Alors que nos parents ont des retraites très, 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 très maigres. Donc, ils ne pourront pas payer ça. Donc, ce qui fait que je me demande où on veut nous emmener, où on va. Et ça, on l'a déjà dénoncé. Personne ne bouge, personne ne réagit concernant la santé en Martinique. Alors là, l'État, il est alarmant, vous avez compris. Alors là, et puis il y a 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que nous sommes dans une société à 2 vitesses. Alors, t'as là que les fait soigner bien. Il va dans une clinique américaine, il descend à Paris, etc., il va soigner. Et puis voilà, puis il y a des gens ici qui sont là. Alors finalement, on se dit, mais bon, et M. Jean-Louis a dit, bon, mais il faut, n'est-ce pas, qu'on fasse une réunion d'urgence, et puis avec toutes les instances, on nous fait un table ronde. Le phénomène de la table ronde en Martinique, c'est pas le wow mais c'est pratiquement tout comme... Non, on rigole, mais c'est... La table ronde où faire une motion, ça ne va rien changer du tout. Ça ne va rien changer du tout. C'est-à-dire qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps, mettre l'État en face de ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on a un hôpital à faire fonctionner où tout le monde dans la Caraïbe prenne comme référence. Vous pouvez venir chez nous dans la Caraïbe. Vous avez un hôpital à 10 minutes de chez nous, de Sainte-Lucie ou de Dominique, mais ils prennent
l'hôpital du CHU comme référence, alors que nous sommes vraiment livrés à nous-mêmes et on ne peut pas prendre en charge les patients convenablement, mais ils prennent comme référence le CHU. On nous demande de toujours faire, mais on ne donne pas les moyens de travailler convenablement. C'est ça, parce que nous sommes quand même inscrits dans un bassin caribéen, il faut tenir compte de ce qui se passe à côté. À côté, vous allez me dire que c'est pas mieux. Si au cas prend le CHU comme référence, alors vous avez compris qu'il y a des problèmes pour déjà les patients martiniquais, mais qui sont encore amenés à recevoir des gens de toute la Caraïbe. Puisque vous n'avez qu'à voir que la CTM signe des accords avec les pays de la Caraïbe. Donc, ce qui est une bonne chose, hein, parce qu'il faut travailler avec la Caraïbe. Ce sont les îles les plus proches de nous, donc plus près de l'église et Coloché. Donc, à un moment, on a sorti porter secours en France. Bon, peut-être la Dominique, Sainte-Lucie, tous ces pays avaient venu nous en aide avant la France, puisque nous avons 8000 km. Donc, il faut construire avec les îles anglophones et hispanophones, mais il faut que la meilleure patrie là assume ses responsabilités et nous donne les moyens de prendre en charge convenablement nos patients. Bon, mais il y a la force plaisir comme ça. Vous n'avez pas des fois l'impression que vous vous humiliez, des fois, vous êtes des soignants, donc un secteur prioritaire, et puis il faut flatter mon point toute la journée. Mais on ne fait que ça, M. Timon, on ne fait que ça, mais je n'ai pas l'impression qu'on nous entend. Mais on ne va pas arrêter, puisque la situation elle est critique. Et ce n'est pas par beau plaisir qu'on le dit, parce que c'est quand les gens viennent vraiment aux urgences, avec un parent couché sur un brancard, qu'ils constatent effectivement qu'on avait raison. Mais c'est comme ça que vous travaillez, c'est comme ça que les gens sont hébergés. J'ai une amie qui est venue aux urgences, ça fait pas longtemps, je ne vais pas la nommer, mais elle était toute surprise. Elle me dit, mais c'est pas possible, c'est pas ce que je vois. On avait 90 patients couchés sur un brancard. Ça fait beaucoup. 90. Ça fait beaucoup. Et il y avait d'autres qui arrivaient en même temps. On ne pouvait pas les coucher dans le tripode, il n'y avait pas de lit. Donc il fallait trouver une solution, mais on n'avait pas la solution. À chaque fois, on fait une réunion le lendemain, oui, ils ont fait monter les médecins des urgences avec l'administration, avec une infirmière pour essayer de trouver des solutions. Mais la solution, c'est celle-là. Si on ne nous donne pas des lits pour coucher les patients, on ne peut rien faire. Tant pour le bloc opératoire que pour les urgences. On ne pourra rien faire. On ne va pas s'en sortir si on n'a pas des lits d'aval. Le cri d'alarme que vous poussez là, alors bien évidemment, il y a des fois où vous faites des manifestations, etc. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir l'adhésion même de la population? Parce que c'est bien de faire une manifestation, de bloquer l'autoroute, ben comme ça, mais si le lendemain, il y a quand même reproché que vous ralentez la situation, alors là, on se pose des questions. Ben, tout à fait, c'est-à-dire que on a l'impression que vous dérangez. La population est résignée, même le personnel hospitalier est résigné, c'est-à-dire que quand on fait un mouvement, quand on prépare un mouvement, on distribue les tracts la veille, puisqu'ils disent souvent que nous ne sommes pas informés. Vous faites des choses où nous ne sommes pas informés. Quand on les informe, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Des fois, ils ne peuvent pas venir, même quand on fait... quand on les invite à faire une information syndicale, parce qu'ils sont toujours... Blasés ou quoi? Non, ils sont toujours en nombre réduit. Ils ne peuvent pas laisser le service pendant 45 minutes pour venir prendre l'information syndicale parce que le service est toujours réduit. Ouais. Donc, ils ne peuvent pas laisser les patients seuls. On est arrivé à ce stade-là. Hein. On ne même pas venir en réunion d'information. On ne peut pas venir en réunion d'information syndicale parce qu'il y a dans ce service-là. Ouais. On est arrivé à ce stade-là. Alors, manque de moyens, vous avez compris, insalubrité, en fait, la totale, quoi. On a la totale. Alors, on va arriver dans la dernière ligne droite dans quelques instants. Il y a des jeunes qui nous écoutent, ça va être des lycées professionnels, sections sanitaires, etc. Est-ce que vous avez quand même un message d'espoir, on est en projection? Vous pensez que la situation va s'améliorer? J'ose espérer que la situation va s'améliorer. J'ose espérer que les politiques vont prendre le problème à bras le corps. Parce que c'est un problème purement politique. Les syndicats ont fait leur job, ont fait leur travail. Dénoncent et font remonter les dysfonctionnements. Mais le dernier mot, nous ne l'avons pas. C'est l'ARS, la préfète de la santé, qui a les temps abricots, le président de la CTM, les sénateurs, sénatrices et députés, c'est eux qui attendent. Donc, c'est eux qui ont goûté. On a pensé que le message là, ça fait passer et puis il fait comprendre qu'il faut qu'on nous les moyens pour venir à l'hôpital digne de son nom. Oui, mais on va vous rétorquer que, monsieur Jean-Louis, nous sommes dans une situation internationale au plus haut plan. Si c'est vous qui avez pensé à pratiquer une politique de réarmement, c'est pas tellement maladroit. Il y a un contexte mondial, c'est tout partout. Mon cas de un bagage, si vous ne pas reconnaître moi, on ne pas te répondre non. Donc, comme vous reconnaissez moi, il faut que vous preniez en charge, il faut que moi ça m'a besoin pour mon travail, pour moi vivre. Ouais. Je ne veux même pas entendre ça. L'Ukraine n'appartient pas à l'Europe. Ouais. Comment on va fournir des armes à l'Ukraine pour combattre l'URSS?
Là, nous rentrons dans le... Non, mais je vais prendre un exemple bien simple. Des fois même, il y a un... Comment est Macron qui prend des décisions alors qu'il passe, les ministres pas d'accord, puis personne pas d'accord, et puis on met un pays pour tuer le monde, alors qu'on est un petit pays qui est la Martinique, qui a un problème de santé, qui a un problème de sécurité, d'instabilité, ou pas à régler. Comment il y a fait toute bagaille pour drogue pas rentrer en France et Martinique drogue pas rentrer matin midi et soir. Comment il y a zam rentrer Martinique matin midi et soir il pas rentrer en France. Comment il y a jalonner pays ou t'as nous là nous dans bordel là on dirait quand il y aura des on dirait centrier, ça pas normal que nous va à ce stade là. Faut que le gouvernement assume responsabilité mais faut qu'il bat nous ça qu'il faut pour nous travailler pour nous c'est la santé ça n'a pas de prix. Ouais. Monsieur, effectivement vous avez parlé là mais tôt ou tard, vous êtes venu évoquer des problèmes, etc., dans le secteur de la santé, mais on constate que c'est un phénomène qui s'élargit pratiquement à toute l'économie, à toute la politique, etc. En tout cas, nous avons 1 minute encore à vous accorder pour un message que vous adressez à la population, aux jeunes, pour pouvoir jeter un regard sur cet état lamentable. Cet état lamentable, là, c'est un problème de santé publique. Hein. C'est-à-dire que faut que tout le monde savent qu'il y a aussi des malades potentiels. Je dis à la moment où parler là, mon pourtant et puis en 5 minutes après, je peux attraper en AVC, je peux faire n'importe qui sait, puis je vais trouver comme aux urgences ou bien couchant là, lit au centre Maventura et il faut que moi t'aies les moyens, puis il faut que tu aies les moyens puis soigner moi convenablement. C'est ça nous avons demandé hein. Moi pas comprendre comment on a versé 700 millions en Guadeloupe pour construire un hôpital et que moi tout ça moi fait Martinique, faut que moi paye. Ni 2 poids 2 mesures. Ouais. Ça nous demandé c'est l'égalité ou bien l'équité criée qu'on l'est. Mais comment il n'y a pas qu'à moi ça qu'il faut Martinique et quoi ben mon pas rien contre la Guadeloupe hein. Faut que tout commandement bon commande la Guadeloupe. Mais moi qu'a trouvé pas normal qu'on quoi ben 700 millions pour construire l'hôpital et pas rien pour débourser et moi pas capable moi chaque fois faut que mon commande moi participer moi pas ni l'argent. Comment on a fait? Voilà, monsieur Jean-Louis, vous avez posé le problème. Ça fait un moment qu'il est posé ce problème-là. En tout cas, mesdames et messieurs, je suppose que chez vous, vous avez pris conscience de la gravité de la situation. À très bientôt sur Zouk TV.